Quand j'ai lancé ma première formation, je me suis dit ok, très bien, je prends Alex Zana, je copie-colle et je veux être un Alex Zana bis et je monte un truc. Et du coup, je fais une story en le taguant et je dis vous voyez, ce livre il m'a tellement inspiré que je l'ai plagié et que du coup j'ai monté eLab. Et il m'a répondu. Je l'avais jamais vu, je le connaissais pas, on s'était jamais croisés. Moi, j'avais tout lu sur lui, tout ce qu'il avait écouté ou à lire, je l'avais consommé. Et là, il me dit toi, t'es un grand fou. Il me dit donne-moi ton numéro, on s'appelle pour en parler. Je m'appelle Gérald Faure. Chaque semaine dans ce podcast, j'interviewe des personnalités au parcours d'exception. À travers ces entretiens, je suis à la recherche des 20% d'actions qui ont mené à 80% de leurs résultats. Ici, pas le temps pour le storytelling, nous allons chercher les leviers directement actionnables pour scaler nos vies et scaler nos business. Bonjour à tous, bienvenue sur cet épisode un petit peu particulier, un épisode hors série qu'on vient on a décidé de faire ça avec Baptiste. Du coup, Baptiste, que ceux qui me suivent connaissent, voient souvent soit dans le fond des podcasts à l'époque où c'était au bureau, soit dans des collaborations, etc. Mais du coup, est-ce que tu peux te présenter, Baptiste? Oui, bien sûr, bien sûr. Écoute, merci de me recevoir sur ce podcast. C'est vrai qu'à chaque fois, je suis ou en arrière-plan ou je donne un coup de main pour justement la préparation ou autre. Je suis Baptiste. On bosse ensemble depuis maintenant 2014, je dirais. Je suis média buyer spécialisé dans Facebook et plus largement consultant en marketing. Ok, bah top. Alors l'idée aujourd'hui dans cet épisode, c'est de faire un épisode où en fait on parle un peu de la boîte, on parle un peu de nos compétences respectives. Donc on va pas parler d'une. En fait, il y a souvent dans le podcast, il y a deux types d'épisodes. Il y a des épisodes très storytelling sur des parcours et d'autres vraiment sur des compétences. C'est un peu les deux grands axes, des compétences ou des phénomènes de société. Et donc là, pour une fois, on va parler un peu de nous, puisqu'en fait c'est souvent demandé. Très souvent, les gens ne comprennent soit pas ce qu'on fait, soit trouvent je prends pas assez la parole ou ou du moins que je parle pas assez de notre activité. Donc là, on va résoudre le truc. On va essayer de passer une petite heure à échanger. Donc on a préparé, il y a peut-être une quinzaine de questions, des trucs sérieux, des trucs moins sérieux, vous nous connaissez. Et l'idée, c'est de se poser mutuellement les questions. Donc on a préparé ça avec Baptiste. Du coup, parcours respectif. Tu veux expliquer un peu ce que t'as fait toi avant qu'on bosse ensemble? Oui, bien sûr. Je viens d'une école de publicité. Alors, plus précisément, j'ai fait un DUT Tech Deco. C'est là qu'on s'est rencontrés d'ailleurs, Jay. Après, mais ça, bon, je vais pas te l'apprendre. Ensuite, j'ai fait une école de publicité. Suite à ça, j'ai fait pas mal de stages en agence de pub à Paris, puis à Bordeaux. Et je me suis rapidement mis à mon compte pour justement travailler encore avec des agences, mais pouvoir travailler avec plusieurs et pouvoir aborder plusieurs pans de la communication, que ce soit du community management ou d'autres gestions de projet, sans trop toucher au media buying. Et on y est venu ensemble, je crois que c'était en 2014 qu'on a commencé, parce qu'il y a eu une opportunité, comme à chaque fois, et qu'il a fallu se former dessus. Puisque dans tous les cas, il n'y a pas d'école, je pense, de media buying, même actuellement, je ne sais pas s'il y en a, ou alors qui aborde très brièvement, j'imagine, ou peut-être pas de manière trop agressive, on va dire. Donc on s'est formé comme ça, et on a commencé un petit peu nos activités sur ce qui était pour moi le media buying et pour nous l'entrepreneuriat, on va dire. Et du coup, ouais, quand on s'est connus, moi je me rappelle la première fois que je t'ai vu, c'est dans un quick, la première fois que je t'ai remarqué du moins, et du coup, tu sais, ça fait un peu le mec genre, tu sais un peu, ça fait un peu trop copain, tu vois, trop copain pour être honnête, tu vois. Mais non, c'est du coup la première fois qu'on s'est vu, moi je me rappelle, on était en tech deco et en fait on était, toi t'étais avec ton groupe de potes, moi j'étais avec les miens et on était parti à quick, on s'était rencontrés là, et à ce moment-là, du coup on joue au rugby un peu un bout ensemble aussi. Moi, j'ai fait ma première en tech deco avec tout ce que comporte en fait le parcours classique d'un mec qui joue au rugby et qui a une convention pour faire tech deco. C'est-à-dire mes priorités c'était tout sauf tech deco en fait. Donc j'ai fait une année. Alors j'avais fait mon école d'ingé avant, j'ai fait une première année d'école d'ingé. Bon bref. Et donc du coup j'ai abandonné. Je suis resté à Périgueux pour jouer au rugby. On est resté en contact. Moi j'ai pris un taf avec le rugby, un taf dans une agence. T'es venu en stage aussi. Ouais. Donc on avait fait un stage pas de complaisance, mais presque, où tu étais venu bosser avec moi. Après, là aussi, on avait bossé. On avait bossé, mais ouais. Et je crois que l'année d'après, tu étais aussi venu, en fait, vu qu'on bossait ensemble sur nos sujets, dès qu'il y avait l'occasion, en fait, de te libérer du temps, par un stage, parce que, du coup, tu avais 5 semaines, 8 semaines, etc., de dispo, s'il fallait trouver une boîte, on s'arrangeait toujours pour qu'on le fasse ensemble. Donc, on l'a fait deux fois, je sais plus. 2 fois, il me à semble. Périgueux et à l'époque à Darwin, à Bordeaux. Ouais.
Ouais, c'est ça. Et du coup, ouais, c'était assez cool de signer tes conventions de stage. Et donc, bah, après, je me suis fait aussi moi mes propres conventions de stage aussi à un moment. Donc ouais, cool. Donc ouais, parcours agence, vachement comme un site au départ, enfin comme ouais, communication au départ, et puis après marketing quand on s'est mis à faire du micro paiement, du e-commerce, ce genre de choses. Du coup, bah moi, CV, enfin mon parcours, ça les gens ils connaissent un peu. J'en ai déjà parlé avec Natacha du coup. C'est en gros parcours. En gros, je suis un branleur jusqu'au bac. Enfin, je suis toujours un branleur, je crois. Mais jusqu'au bac, parcours, bon, voilà, moyen. Ensuite, je fais une école d'ingé où ça se passe. Alors, je suis pas pris sur dossier, je suis pris au concours. Je fais 1 an et demi. Au final, j'en ai marre. Je monte une boîte avec Riles, du coup, qui maintenant a plusieurs brands des DNVB e-commerce. Donc voilà, on est resté là-dessus. Donc on a monté une boîte où on faisait de la sous-traitance d'agence. Et puis ensuite, donc c'est à peu près à ce moment-là qu'on s'est rencontré avec Baptiste. Et après divers business en ligne, mais toujours liés à des opportunités, que ce soit à travers du service, du e-commerce ou de la formation. Et depuis plus récemment, Startup Studio. Voilà, en gros le parcours classique, un peu construit de manière empirique, j'ai envie de dire. Pas trop de gros steps, déjà bien une grosse vision bien claire. Ça n'a pas du tout été la façon dont j'ai fonctionné, et parce que c'était comme ça. Et si les gens arrivent à atteindre ça, ils étaient tant mieux. Mais moi, c'était vraiment de l'opportunisme. Et puis voilà. Et tout ça backé par le rugby. Le rugby, j'en parle beaucoup, mais en fait aujourd'hui, ça représente plus rien dans ma vie. D'ailleurs, toi, tu regardes tous les matchs et tout, t'es assez. Moi, j'en ai rien à foutre. Et même au contraire, enfin voilà. Donc voilà, le rugby, il a un peu jalonné toute l'histoire, mais maintenant plus du tout. Donc voilà pour le côté parcours. Du coup, si tu veux, je peux enseigner sur la deuxième question. En préparant le truc, tu me demandais de quelle boîte on allait parler. Tu sais qu'il y a eu diverses activités. Est-ce que tu veux refaire toi un peu la story alors, sans trahir les secrets industriels évidemment, mais Bien est-ce que sûr. tu veux tout ce qui est racontable, est-ce que tu peux nous raconter ça? Bien sûr. Bah, au début, comme tu disais, ça a été des opportunités. Donc, on s'est placé sur des marchés de niche, pour certains qui fonctionnent toujours. On a apporté nos compétences de chaque côté. Donc, au début, même moi, c'était donner des coups de main sur certains sujets et plus largement ensuite, bah, prendre plus partie en fait de chacun des développements qui étaient faits. En plus de ces muses, on a trouvé d'autres opportunités comme faire du consulting. Ça, c'était récemment, mais avant, il y avait aussi de la prestation. Créer, par exemple, bah, les sites internet comme tu avais pu le faire. Plus largement, ensuite, bah, faire carrément du consulting qui prenait en compte, du coup, encore ces créations de sites, mais en plus, vraiment être immergé dans des structures pour vraiment voir d'un regard extérieur ce qui parfois bah, semblait évident pour un chef d'entreprise, mais qui, pour nous semblait parfois aberrant. Sur certains détails, on pouvait se rendre compte que ça pouvait changer la donne, que ce soit du coup sur la partie conseil entrepreneurial, opérationnel avec de la structuration, par exemple, d'un site, d'une publicité, et derrière même Juridique aussi, ouais, même juridique. juridique Juridique. aussi, et derrière juste du closing, tout simplement, se dire, OK, tu as récupéré des leads, tu as des prospects, comment tu les gères? Comment ça, tu les appelles au bout de 3 jours, ou des choses qui, juste par manque de temps ou d'organisation, changent complètement la donne, et changent, mais de manière significative en plus derrière les chiffres d'une société qui fonctionne et qui pourrait juste cartonner au lieu de fonctionner. Ouais, cette prise de hauteur là, elle amène en fait du bon sens paysan en fait, et en fait je pense qu'on est tous un super coach pour la personne, pour n'importe qui en fait, même si on se retrouve avec Elon Musk, je suis sûr qu'on peut lui trouver, on peut arriver à lui débloquer certains points. Non, Ouais. en fait potentiellement tout le monde peut le payer, mais en fait on est toujours Oui, plus oui. pertinent dans le business des autres, ce que je veux dire, que dans son propre business. Et en fait Ça, c'est c'est vrai sûr. qu'il y a certains moments, et en plus de ça on avait que des gens qui cartonnaient déjà. Donc c'est Ouais. compliqué de faire de l'optimisation sur des gens qui cartonnent. Et en fait tu te rends compte que c'est juste quand t'as la tête dans le guidon, et ça c'est propre à tout le monde. T'as la tête dans le guidon, bah en fait t'as un consultant qui te juste prend de la hauteur et dit ok mais pourquoi il y a ça, parce qu'en fait dans le truc je le comprends pas, j'ai pas le contexte, etc. Et en fait tu vois que ça débloque, tu dis en fait ouais c'est là, c'est juste un vestige, c'est juste un putain de truc qui était là et qui a pas bougé, et du coup on n'a pas on sait pas pourquoi c'est là, tu l'enlèves et tu gagnes 3 points de conversion, tu vois. Donc, je dis Exactement. ok. Et ouais carrément. Et du coup après pour la suite, bah du coup on a monté le studio. C'est-à-dire qu'en fait toutes les problématiques qui avaient été levées en consulting,
elles ont été très souvent c'était les mêmes. C'était les mêmes. Il y avait un point sur le juridique, il y avait très souvent un point sur le media buying. Alors c'est parce qu'aussi là on avait des compétences aussi. Et on a eu des vrais sujets sur le Webi. On a eu des sujets aussi sur le CRM parce qu'en fait la data elle coûte de plus en plus cher. Donc du coup quand tu as de la data il faut l'exploiter jusqu'au bout. Et donc c'est à ce moment-là on a décidé de monter le studio. Donc le studio c'est on trouve des gens qui sont très bons techniquement, on les associe et on cofonde un projet technologique avec eux. Et donc voilà. Donc ça a été la suite et c'est un peu l'actualité de la boîte. Alors après on est en train de voir ce qui va être la suite en ce moment. Alors c'est un peu l'objet de cet épisode hors série, mais en gros c'est un petit peu ça. Donc si je résume, au départ opportunité business en ligne pour gagner un peu de thunes quoi, clairement. Ensuite un peu de presta, un peu d'agence et puis maintenant startup studio quoi. C'est ça. C'est un peu les 3 étapes, sachant que certaines ont continué et continuent, comme les opportunités, les muses, mais c'est plus la toile de fond, on va dire. Et la majorité se faisait, se fait maintenant sur le startup studio. Très bien. Question suivante, si tu veux, je te laisse la poser. Quelles sont tes compétences et celles que tu mets justement au sein de la structure? Ok. Là-bas, là pour le moment, au départ je suis du dev, mais là j'en fais plus parce qu'on a une équipe qui est plutôt performante. Donc aujourd'hui c'est plus sur la stratégie. Aussi j'ai ce podcast qui nous amène quand même des opportunités d'affaires et de reconnaissance dans le marché. Donc ça c'est donc j'anime ce podcast là. Donc en gros je vais être l'image entre guillemets et je vais m'occuper de la vision de la stratégie. Et en fait, après, toi, du coup, par rapport à ça, quel est ton rôle? Toute la partie opérationnelle, on va dire. C'est-à-dire que si je devais dire que, par exemple, toi, tu as la vision, moi, je dois la mettre en place, on va dire. Si je peux caricaturer comme ça, c'est un petit peu ça. Toute la partie opérationnelle, gérer les équipes et voir comment rendre vivant une idée ou un projet. Dans l'épisode qu'on a avec Romain Collignon dans le podcast là, on parle de visionnaire intégrateur. On est vraiment là-dessus dans nos rôles respectifs, dans notre organisation en interne. Donc c'est vraiment le rôle visionnaire intégrateur. Et est-ce que aujourd'hui, parce que moi tu vois, je fais plus de dev, des fois ça me manque. Est-ce que tu trouves que toi aujourd'hui, alors sans parler du futur proche, parce que moi je connais un peu la suite et on va en parler, mais est-ce que tu trouves que tu fais assez ton métier d'origine, c'est-à-dire du media buying? Pas assez. Pas assez parce que quand tu as c'est pas une passion, mais quand tu as vraiment une zone de ton métier que tu apprécies vraiment faire, tu pourrais presque faire que ça. Que ce soit media buying ou même plus largement sur du conseil et essayer de voir comment imager en fait comment vendre tout simplement un produit ou un service. Et je pense que ça manque. Quand tu prends un peu de hauteur et que tu as davantage une équipe qui le fait avec toi ou qui justement à qui tu délègues certaines parties, c'est toujours bien, je trouve, de garder quand même les mains dans le cambouis pour quand même garder un contact avec ce que tu aimes faire. Et c'est vrai que au fur et à mesure, par la force des choses, bien sûr, on prend du recul et un peu de hauteur, et c'est vrai que ça manque un peu. Et justement, moi, c'est un des trucs que j'ai remarqué, qui m'a le plus déplu quand on a commencé à prendre de l'équipe. À un moment, on est monté à une trentaine de personnes. Donc là, récemment, on a dû du coup réduire l'équipe au global puisqu'on a des activités qui s'arrêtent. En fait, au bout d'un moment, moi, je faisais plus de techno. Et en fait, j'avais un rôle juste de chef d'entreprise. Et ça me manquait. Donc en fait, j'étais pas du tout chef d'entreprise et développeur. Et à un moment, toi, t'as ressenti un peu ça. T'étais plus média buyer et manager. T'étais manager, quoi, tu vois. C'est un peu ça le truc. Ouais. Ça, ce qui est pas notre métier de base. Est-ce que justement, c'est un vrai métier d'être manager? Comment? C'est un vrai métier d'être manager en soi? Est-ce que tu peux être que manager? Parce que tu vois, on peut voir un manager, je sais pas, manager dans un garage automobile. Il a besoin. J'imagine que le mec qui manage une équipe de garagistes, il a besoin de comprendre un petit peu la mécanique, quoi. Ou alors, est-ce qu'on peut être manager de base? C'est-à-dire, c'est tout. Je pense. Après, je pense aussi que ça dépend des structures. Parce que un manager qui va bosser dans l'agroalimentaire ou qui peut bosser dans le médical ou peu importe, il va manager une équipe qui fait des choses. Ok, peut-être que savoir certaines infos, savoir combien de temps ça prend, des choses comme ça, je pense que c'est presque essentiel. Mais je pense que tu as certains managers qui sont un petit peu détachés de ça et que tu leur changerais juste l'étiquette sur leur badge. Ça ferait, tu vois, ça changerait pas la donne. Après, nous, ce qui aide, c'est qu'on est parti d'en bas. Donc, on a connu, en fait, chaque step des choses que l'équipe fait.
même le SAV, tu vois. Donc, toutes ces tâches qui à la base, qu'on n'a jamais voulu faire ou très vite déléguer, on les a toutes faites. Ouais. Donc, je pense que c'est intéressant aussi de se dire, ok, ça prend tant de temps, ou je comprends que ça prenne plus de temps que prévu. Plus d'empathie avec l'équipe, du coup. Plus d'empathie, ouais, et de compréhension aussi des enjeux et de l'opérationnel. Ouais, je pense que les grosses boîtes, il y a pas besoin. Je pense la fonction de manager peut être un métier en fait. Le métier en mode, c'est ce qui a marqué sur ta fiche de paye comme l'objet de ton taf. Et la fonction, c'est bon ben voilà. Ben du coup, je pense que ouais, c'est sur les grosses boîtes, ça peut être un métier d'être manager. D'ailleurs, je sais pas s'il y en a qui ont des idées et qui veulent commenter, c'est avec plaisir. S'il y en a qui ont un peu réfléchi à tout ça. Ok, très cool. Donc du coup, bah, l'analyse du monde de l'infoprenariat, qu'est-ce que t'en penses toi? Comment tu l'as vu évoluer le monde de l'infoprenariat sur ces dernières années? Bah, déjà, on va peut-être compter en mois, parce que j'ai l'impression Ouais. que l'infoprenariat, on peut dire, tu sais, c'est comme si on prenait en fait un marché classique, mais sur 10 ans, là, tu le comptes en 10 mois. C'est au rythme bon, bien sûr, du Covid. C'est bizarre à dire, mais pour de bonnes raisons et des mauvaises raisons. Il y a une évolution telle que ça a cartonné, puis il y a eu des ralentissements. Des personnes se sont adaptées très bien. Des personnes ont voulu garder le cap en ayant un peu des œillères et en se disant mais ça va revenir, ça va recommencer à être comme ça. Sauf que je pense que ouais, pas mal d'infopreneurs n'ont pas pris en compte le côté sociétal, le fait de se dire les gens changent. Le client qu'ils avaient il y a 3 mois quand c'était le confinement, que c'était des personnes qui étaient chez elles, qui voulaient se former ou juste passer le temps parce qu'elles en avaient la possibilité, que ce soit par le biais d'aide ou en payant elles-mêmes leur formation, peu importe. Les personnes ont complètement changé, que ce soit dans l'infoprenariat ou dans beaucoup de secteurs, essentiellement du web. Et encore, voire même en physique. Et je pense qu'il y a eu des évolutions telles que il a fallu presque se réinventer 2-3 fois par an pour essayer de ou maintenir le cap pour garder un niveau, un même niveau de chiffre d'affaires, voire faire le dos rond et se dire ok, certains moments ça va être la disette, on va essayer d'y aller un peu moins franc sur peut-être de la pub, ou essayer de voir différemment comment communiquer pour se dire ok, on laisse passer l'orage et on attend que ça revienne. Et côté pub, justement, les CPA, toi, tu les as vus, c'est quoi la tendance? J'ai vu du simple au triple en un mois sur des campagnes, sur plusieurs personnes qu'on accompagnait, et c'était la tendance qui était la même, c'est-à-dire au moins c'était bon, d'un point de vue client par client, tant mieux parce que du coup c'était pas un problème qui était lié à eux. Ouais. C'était pas un problème du média buyer ou du client, c'était un problème plus macro, mais t'as aucun levier dessus, quoi. Mais il y a aucun levier, c'est ça. Ouais. C'est un peu comme tu appuies sur ta pub et le lendemain t'as la guerre en Ukraine, quoi. Tu dis ok, bon, écoute, on va essayer de ralentir, on va peut-être pas trop communiquer sur ça. Ou après il y a eu les élections présidentielles aussi qui ont mis c'était un vrai bordel pendant je dirais au moins un mois et demi. Après t'as l'été ou plutôt le printemps qui arrive, tu sens un petit ralentissement sur certaines performances, puis tu as eu l'été qui a été décalé. Avant on ressentait vraiment une baisse. Pas une vérité absolue, mais une vraie baisse sur souvent c'était 15 juillet, 15 août, avec un ralentissement déjà à partir de mi-juin, où ça faisait mi-juin ça baisse. Là, c'est dégueu, on va dire, pendant un mois, et ça revient après le 15 août. Les gens se disent ah oui, c'est vrai, j'ai une vie aussi. Il y a pas que la plage. C'était un peu le cliché, mais c'était ça. Maintenant, on l'a ressenti en décalé. Par exemple, cette année, étrangement, fin juillet. Le Q4, il est pourri cette année, hein. Le Q4 est pas très bon, et la fin Q3 était moins mauvaise que les autres années. Après, encore une fois, c'est des personnes là vont l'entendre et vont se dire mais c'est pas vrai ce qu'il dit, parce que c'est pas une vérité absolue, mais en moyenne, c'est ce qui s'est passé pour pas mal de gens. Et moi, j'ai l'impression qu'en fait, en fait, déjà, l'infoprenariat, si on prend de base, il n'y a aucune critique derrière ça. Nous, c'est le plus gros de notre chiffre d'affaires sur la vente de formation, donc on est infopreneur aussi. L'infoprenariat au départ, c'est un peu un truc de pirate, quoi. C'est un peu je me lance, je prends un ClickFunnels, je lance, je me filme en faisant des grosses promesses, je lance sur Facebook Ads et je fais des prospects, je leur shoot des emails pendant un mois et au bout d'un mois, je leur vends un truc. Et en fait, ça, je trouve que c'est vachement en train d'évoluer. Alors déjà, il y a eu l'histoire des CPF qui a tout foiré, parce qu'en fait, maintenant, les gens, c'est comme si là, demain, je sais pas, j'ai un problème, je dois aller acheter des antibiotiques à la pharmacie. C'est quasiment inconcevable que j'aille acheter, que je sorte ma carte bleue pour acheter des antibiotiques. J'ai ma carte vitale pour ça. En fait, il y a le syndrome de la carte vitale, mais maintenant sur les formations. Maintenant qu'on a dit à l'audience que les formations, ça pouvait ne pas leur coûter d'efforts d'investissement, c'est-à-dire qu'en gros, c'est un droit. C'est un acquis. En fait, c'est très compliqué de vendre sans ça. Donc, c'est compliqué à vendre des petites formations.
parce que du coup maintenant on vend tous des formations à 1500 balles parce qu'on sait que c'est le sweet spot pour le CPF, etc. Et donc voilà. Et donc c'est très compliqué maintenant de vendre des petits produits pour rentabiliser sa pub très rapidement. Donc c'est-à-dire des BFR, un besoin en fonds de roulement qui augmente. C'est-à-dire, au lieu d'être rentable maintenant à 1 mois et demi, il va peut-être falloir 3 ou 4 mois. Donc forcément en trésorerie c'est compliqué. Le marché s'éveille, donc du coup il y a moins de conversion parce que si tu veux les promesses bosse 1 heure dans ta bagnole entre midi et 2 et tu seras millionnaire à la fin de la semaine. Ça c'est on peut plus le faire clairement. Alors nous on l'a jamais fait, mais on voit que ceux qui sont encore là-dessus ils n'y arrivent pas. Et ceux qui arrivent un peu à sortir la tête de l'eau maintenant, et nous on le voit à travers l'incubateur, parce qu'on a des partenaires très dynamiques, etc. C'est ceux qui ont une communauté. Ouais, c'est ceux qui ont une grosse communauté, qui ont capitalisé. Tous les jours ils leur racontent la messe. On va au sport, machin. On fait ceci, on fait cela. On fait un webinaire, je fais un live. Il y a tel sujet, phénomène d'actualité, etc. En gros vraiment animation de communauté. Et on arrive sur en fait, l'infoprenariat maintenant n'est qu'un business d'influence. C'est ce que j'allais te dire. En fait, ça devient des influenceurs concrètement. Il y en a de plus en plus qui l'assument en plus maintenant. Tu les entends, si tu les entends sur YouTube parler ou en podcast, il y en a de plus en plus qui disent je suis influenceur dans le business. Ouais. Mais peut-être parce qu'aussi le terme infopreneur on en avait parlé la dernière fois. C'était quelque chose on se disait en fait l'infoprenariat c'est le nouveau dropshipping. Cette sensation où le dropshipping a cartonné, a vraiment eu un âge d'or, a commencé à baisser quand c'est devenu mainstream, quand les gens ont compris. Alors que, je veux dire, les gens, enfin, mes grands-parents achetaient déjà sur le téléachat à la télé, c'est du dropshipping, ils n'ont pas le stock derrière la caméra. Mais le dropshipping qu'on connaît tous depuis quelques années a une très mauvaise presse. Parfois à juste titre, hein, bien évidemment. Hein. Parfois à juste titre, des personnes ont fait, je pense, n'importe quoi dessus. Et il y a une sorte de défiance. Je pense que c'est la même chose sur l'infoprenariat. Il y a eu des très mauvais choix de faits par certaines personnes, ou des bons choix pour eux, hein, parce qu'ils ont vraiment gagné beaucoup d'argent. Il y en a qui ont gagné des thunes, ouais. Ah ouais, vraiment. Par contre, ils ont pas ruiné le business, mais ils lui ont donné une très mauvaise presse. Le CPF, c'est un terme qui est pas beau pour beaucoup de gens. Les gens maintenant connaissent le CPF et ça semble logique pour eux même de faire des bilans de compétences, de faire beaucoup de changements de secteur. Il y en a beaucoup qui le font, surtout depuis le Covid où les gens veulent complètement changer de vie, pas que déménager, mais aussi changer de vie. Mais je pense que le terme CPF pour beaucoup, ça et aussi le fait d'être appelé 3 ou 4 fois par jour par des gens qui se font passer pour l'État, la Caisse des dépôts ou n'importe qui, je pense que ça n'aide pas. Ça n'aide vraiment pas. Ce qui est un peu dommage parce que c'est quand même une super opportunité pour les infopreneurs d'une part, mais surtout pour les Français, parce que c'est quand même super de se dire qu'on cotise à quelque chose qui derrière nous permet de nous former, de monter en compétence sur tel ou tel sujet professionnel. C'est une super opportunité, mais je pense qu'à force de faire n'importe quoi. C'est ça, et puis avant, tu voulais te former, tu devais demander à ton patron qui déclenche des fonds avec son OPCO pour que tu ailles ensuite donc tu passes une semaine de congé, t'es à Bordeaux, tu dois aller à Tours ou à Poitiers, tu vois, enfin voilà, tu pars le dimanche soir pour y être le lundi matin, t'es dans un Algeco pourri avec du café soluble pendant 4 jours, et c'est extrêmement nul. Là maintenant, on paye pour aller, pour déclencher la formation dont tu as réellement besoin, en plus sans demander l'accord de ton patron. Donc si en plus de ça, c'est un plan d'évacuation, tu veux te former pour pouvoir créer ton business et te barrer de ta boîte, là tu as l'occasion de le faire. Et en plus de parler, tu peux te former chez les gens, par les gens que tu suis au quotidien, genre quand tu vas au shot et que tu ouvres ton Instagram et que tu étais complètement fan d'aller voir Steve, Yomi, Alex Cormon ou je ne sais qui, et que t'es complètement fan de ce qu'ils te racontent parce qu'en fait ça t'anime, c'est vraiment des leaders d'opinion, etc. Mais en fait on peut te payer pour faire du CPF chez eux, tu vois. Et pour utiliser, tu peux les payer en CPF pour aller se former chez eux. Ça t'évite d'aller faire une formation avec des formateurs pros et où t'apprends clairement, où ça rentre pas, quoi. Si t'as pas ce côté émotionnel, t'as besoin d'avoir un peu ce syndrome de pas être amoureux de ton coach, mais presque un peu, quoi, pour que ça puisse rentrer et avoir un effet, quoi. Ce côté mentor, il est hyper important, quoi. Très cool. Question suivante, tu veux la poser ou je la pose? Allez, vas-y. Ok. À l'analyse du marché de la tech et de la startup au sens large. Du coup, si je peux commencer à répondre. Je pense que j'ai pu creuser le truc récemment. Ouais. Startup, en fait, je vois. Donc startup, qu'on redéfinisse le terme. Tout n'est pas une startup. Une startup, c'est une boîte qui a besoin, pour faire de la croissance, de se financer. Pour moi,
alors c'est mon analyse perso, quand on dit une startup bootstrap, c'est-à-dire une startup qui n'a pas levé d'argent, ça n'est pas une startup. C'est pas parce qu'en gros, c'est comme disait Patrick Abitbol, je mets 3 W devant mon nom et je suis Internet. Ben là, c'est pareil. C'est pas parce que j'achète un nom de domaine et je fais un site Internet que je suis une startup. C'est entièrement faux. Startup, c'est quand j'ai un process de levée de fonds en seed, en série A, etc. Et donc l'univers des startups aujourd'hui, donc c'est qui dit donc si startup est un modèle économique lié à la levée de fonds, parlons directement de la levée de fonds. Si on factorise le truc. Et en gros, aujourd'hui, de ce que je remarque, c'est qu'il y a énormément d'argent, ça c'est clair. Qui est disponible dans les fonds de capital risque. Mais on a reçu Anto Bourbon qui a monté un truc là-dedans. On a plein de monde. Wiglot, ils ont levé 45 ou 40. Il y a Anto Bourbon, il a levé, c'était énorme aussi. Je crois que c'était presque 100 millions. Il y a énorme, je sais plus combien, je dis peut-être une bêtise, mais en gros c'est énorme le nombre d'invités qui ont levé. On est presque au milliard si on cumule les trucs. Et juste dans notre réseau proche de gens d'invités sur le podcast. Et donc aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué de lever parce que justement, on arrive à un moment où les investisseurs ils veulent rationaliser le truc. C'est-à-dire, ils veulent plus une belle promesse, un peu comme l'entrepreneuriat. En fait, les promesses, ça marche de moins en moins dans tous les business. Et ils veulent plus de belles promesses sur la vision en mode on va révolutionner le monde dans 15 ans, donc du coup, il nous faut 50 millions. J'ai l'impression qu'il faut maintenant vraiment prouver des concepts, avoir des POC, avoir des certitudes sur le marché. C'est-à-dire que quand j'achète un client, X centimes m'amène 1 euro au bout de tant de temps. Et en fait, avoir vraiment un modèle, c'est beaucoup plus rationnel, c'est moins l'argent gratuit. Et donc, ça, c'est mon analyse. Et un truc qui me fait bizarre pour avoir beaucoup travaillé dans le monde de l'infoprenariat et du e-commerce, c'est la promesse. En fait, t'as des startups, elles ont des promesses qui sont pas des promesses extraordinaires. Tu vois, Wiglot, ça promet de traduire ton site. Mais en fait, si tu veux, ça t'excite pas quand tu penses à ça. Mais en même temps, tu sais que tous les sites, ils ont besoin d'être traduits, ils ont besoin d'être bien traduits, que c'est une tannée quand t'es dev de développer de développer un système de traduction ou d'intégrer. Donc en fait, t'es obligé d'avoir ce truc-là. Par contre, la promesse, c'est pas tu vas changer de vie, comme on aurait en vendant des formations. Là, c'est assez simple. Je vais juste traduire ton site et ça va te prendre 5 minutes à installer. Et en fait, c'est juste ce monde-là, ce choc des cultures de la promesse et des trucs impactants. Et c'est juste pour moi la grosse différence avec les autres business. Et donc voilà en gros mon analyse. Je vais un peu dans tous les sens, mais c'est un peu l'analyse que j'ai en tête. Non, je suis assez d'accord avec toi. Je te rejoins sur ces points-là. Le fait de se dire aussi, pas mal ont levé, mais sans derrière peut-être, tu vois, une réelle certitude. Oui, il y avait une promesse, mais peut-être qu'il n'y avait pas un réel plan qui était posé. C'est vrai que, comme d'hab, ça peut couper l'herbe sous le pied d'autres personnes qui justement sont moins sexy. Par contre, sont vraiment concrètes. Comme là, tu disais Wiglot, en fait. Mais beaucoup d'autres aussi sont dans le même cas. Et c'est vrai que c'est un ressenti qu'on a, que ce soit de la startup ou même sur l'infoprenariat, on trouve des similarités. Pardon. Et s'il n'y a pas de produit, si en fait le jeu de la startup n'est que de lever des fonds, je suis désolé, on est dans un Ponzi. C'est un putain de schéma de Ponzi. Ouais. Si ce n'est que en fait le fait de lever des fonds et le mec qui a investi en série A sortir au moment où on fait une série B, c'est un Ponzi. Donc voilà, c'est du Madoff, c'est exactement ça. Par contre, si maintenant on rationalise le truc et on décide en fait de mettre une notion de business en fait dans le côté startup, en fait on va arrêter le Ponzi, on va avoir des vraies choses et pour le coup des vrais trucs utiles qui tiennent dans le temps et voilà. Pour l'instant, ça n'est qu'un jeu d'investisseurs. Et en fait pour moi, il fallait que ça change. C'est en train de changer. Je pense que c'est trop bien. Et d'ailleurs, quand je sélectionne mes invités, je fais vraiment attention parce que justement, il y a un vrai sujet qui est traité parce qu'en fait, ils lèvent des fonds, ok, mais moi, je suis pas l'Express, je fais pas les Échos, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas parce qu'ils ont levé X millions d'euros en fait que je vais les inviter. Il faut vraiment qu'il y ait du fond. Et donc voilà. Qu'est-ce que tu penses maintenant du marché du e-commerce avec les marques qui se montent? On parlait de Relais tout à l'heure. Je crois pas qu'ils veulent qu'on communique sur sa marque, mais en tout cas, il a une belle marque. Il y a ça, il y a aussi le marché du dropshipping, puis il y a aussi l'Amazon, etc. Toi, du coup, pour le coup là, t'es plus au courant que moi. C'est quoi ton analyse? Comment il a évolué le marché récemment? J'ai vu pas mal de choses passer sur le fait qu'il pouvait être ou pas, du coup. Entièrement mort ou autre. Je pense que j'ai l'impression de me répéter, mais c'est vrai que c'est un peu ça. C'est que il est en réelle évolution. Je pense que par exemple les infopreneurs, les e-commerçants qu'on pouvait connaître et côtoyer, même certains il y a quelques années, même pendant le Covid, ne peuvent plus
continuer à faire ce qu'ils faisaient à cette époque-là, ils ne peuvent plus continuer à être des e-commerçants actuellement. Je pense que c'est impossible que eux puissent continuer à perdurer, ou alors vivoter, ou vraiment avoir des chiffres mais qui sont dérisoires par rapport à ce qu'ils ont pu faire. Je pense que le marché s'est vraiment professionnalisé sur pas mal de points, à juste titre aussi, hein, parce qu'à un moment il faut que ça évolue et dans le bon sens. Donc tant mieux. Comme d'hab, il y a eu aussi beaucoup d'écarts qui ont été faits, beaucoup de choses agressives. On l'a tous vu, connu, la personne est en train de commander en temps réel, les notes sur Facebook avec les petites étoiles qu'il fallait ajouter sous le titre. On a vu toutes ces choses. Mais il y avait un moment, c'était trop facile et trop beau pour être vrai. Il fallait à un moment que la seule personne qui doive être en confiance soit le client, quoi, que ce soit pas juste le e-commerçant auprès de Facebook ou autre. Il fallait qu'à un moment ça évolue. Là, c'est en train d'évoluer. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, que ce soit même Google qui a pris un peu plus, c'est pas du retard, mais plus de temps pour justement rendre Google Shopping, Merchant Center beaucoup plus propre. Mais ça y est, tout le monde se met à le faire. Oui, Facebook, bon, on peut dire ce qu'on veut, mais Facebook a quand même rendu plus propre son site. Attention, hein, c'est encore, pour certains endroits, c'est quand même le Far West. Mais c'est pas ce que ça a pu être avant. Et c'est pas ce que c'était quand on a commencé en 2014. À la limite, avec tout leur blocage qui nous gonflait au plus haut point, c'était peut-être pour le bien au final. Ah, mais c'est sûr. Sur le moment, on avait envie de jeter par la fenêtre l'ordi, et c'est sûr. Qu'on l'a fait d'ailleurs. Oui. Mais c'est c'était en définitive pour le bien global, même si 95% du temps on se disait mais en fait nous il y a aucune raison de se faire couper sur tel ou tel mot qui aurait été dit, tel ou tel LP qui aurait été donc page de capture qui aurait été reliée à la campagne. Mais bon, finalement, est-ce que derrière c'était pas pour justement faire du tâtonnement pour voir jusqu'où après ils pouvaient aller, enfin jusqu'où on pouvait aller pour après faire des campagnes plus clean. Mais bon, c'est avec le recul et avec plusieurs années qu'on se dit ça. Sur le moment, c'est moins facile à digérer quand même. Très clair, je te rejoins là-dessus, rien à rajouter. Moi, j'ai quand même une grosse frustration de jamais avoir lancé de business sur Amazon, parce que je me dis, ça va être de plus en plus compliqué maintenant d'être des artisans, et je pense qu'il faut utiliser un peu la matrice. Et ce qui est bien dans Amazon, c'est que t'as tout sur place. T'as le système de pub, t'as le système de conversion, t'as à peu près tout. Et hormis le risque politique, il est énorme quand même, le risque politique avec les fournisseurs chinois. Hormis ça, je pense que sur Amazon, tu maîtrises à peu près tout. Alors attention, je n'ai jamais ouvert un compte Amazon, donc je vais pas faire comme si c'était le business de l'année. Mais moi, c'est un peu juste le business que j'ai pas fait, sur lequel j'aurais bien aimé aller. Après, ça s'est pas fait. Je pense pas que de moi-même j'irai, sauf si on me propose un investissement. Mais je sais pas si je mettrai les mains dedans, ça c'est clair. Mais en tout cas, c'est ma petite frustration côté e-commerce. Souvent, on oublie Amazon alors que ça reste quand même juste énorme. Du coup, voilà. Et ceux qui sont intéressés, allez voir mon pote Olivier Alain, il forme des gens et pour le coup, tous les infopreneurs ne donnent pas de résultats. Lui, je sais que c'est très très bien ce qu'il propose. Ok, alors là c'était pour la partie un peu sérieuse, notre analyse du marché. Du coup, maintenant un peu plus d'anecdotes sur la boîte. Est-ce que justement t'en as une sur les 3 ans qui t'a marqué plus qu'une autre, une anecdote? Une anecdote. Tu veux dire plus professionnellement ou alors quelque chose qui aurait pu se passer? La vie de la boîte, que ça soit pro, soit la vie de la boîte, il y a pas de. Les anecdotes que je trouvais sympa, moi, c'était un rituel qu'on pouvait avoir quand on avait notre point comptable. On avait en fait acheté tous des Nerf, donc les pistolets avec les fléchettes en mousse là. Les fléchettes en mousse. Et c'était un petit peu ça. C'est dès qu'on savait que la voiture du comptable ou des comptables arrivait pour passer un moment assez long. Hein, on sait que, à part si certains ici apprécient la comptabilité, on sait que c'est quand même pas la journée la plus sympa quand il faut retrouver toutes les factures, surtout quand on fait du web. En fait toute l'équipe, donc on était 4 ou au moins, non, même 5 ou 6 à les attendre en fait derrière l'escalier avec des nerfs. Je trouvais que c'était un moment assez agréable quand même parce qu'on savait très bien que derrière ça allait être long, donc il fallait quand même leur montrer qu'on les attendait. Ouais, c'était ouf ça. De toute façon la vie du bureau était quand même assez incroyable. Ouais. C'était vraiment très très bien. Juste pour resituer pour ceux qui n'ont pas connu cette époque-là, on avait un bureau avec tous les collaborateurs. On était à Gradignan, à côté de Cage, donc au bord de Rocade à Bordeaux. Et du coup, ouais, c'était vraiment même au moment où il y a eu le deuxième confinement, l'équipe voulait pas être confinée. Du coup, nous on a dit, écoutez,
en tant que dirigeant, on peut pas vous dire de venir bosser parce que en fait, juste on a le président de la République qui vient de dire qu'il fallait être en confinement, donc mais voilà, enfin en gros vous êtes dans vos apparts, il y en a pas mal, ils ont encore leurs apparts étudiants quand ils ont rejoint, ils avaient aucune envie en fait d'être là-bas, ils avaient envie d'être avec les potos en train de bosser et en train de matraquer internet dans tous les sens, c'était ça qu'ils voulaient, donc nous on pouvait pas l'interdire, c'était clair, et c'était le bureau c'était vraiment quelque chose de très très cool. Ouais. Et anecdote, moi, alors, du coup, c'est donc le bureau, c'est pour moi, c'est 1000 anecdotes par jour, ça c'est clair. Mais une anecdote, ça a été le moment où j'ai compris. Alors c'est plus perso du coup. C'est le moment où j'ai compris en fait que le podcast, je pouvais inviter tout le monde et que c'était quasiment possible d'avoir tout le monde. Il y a eu très très peu de refus. Je pense que sur 2 ans, on a eu 4 refus ou des gens qui disent plus tard par politesse ou qui reviennent d'ailleurs même en 10 ans plus tard, donc c'est pas de la politesse, c'est vraiment juste plus tard quoi. Anecdote, c'est quand j'ai déménagé de Bordeaux et que du coup je suis venu habiter dans cette maison-là, j'avais une bibliothèque avec tous les bouquins que j'avais achetés, les bouquins de business et les bouquins de mes potes, et notamment il y avait le bouquin d'Enzo, il y a le bouquin d'Alec, et le bouquin d'Olivier Alain pardon, et je faisais une story une story Insta en rangeant tous les bouquins dans un carton. Et à un moment, je tombe sur le bouquin d'Alexandre Dana, la méthode Live Mentor. Alexandre Dana, pour moi, c'est un modèle dans le monde de la formation. Il a quand même fait un truc qui est assez ouf. C'est-à-dire qu'il a fait de l'infoprenariat avec les codes d'une boîte de conseil et les codes d'une startup. Voilà, avec une culture, du coup, on l'embrasse, Alex. Et moi, je connaissais pas du tout à l'époque, mais j'étais très, très fan de sa méthode. Tellement fan que, quand j'ai lancé ma première formation, je me suis dit, ok, très bien, je prends Alex Dana, je copie-colle et je veux être un Alex Dana bis et je monte un truc. Et du coup, je fais une story en le taguant et je dis, voyez, ce livre m'a tellement inspiré que je l'ai plagié et que du coup, j'ai monté eLab, voilà. Et lui, il m'a répondu. Je l'avais jamais vu, je le connaissais pas, on s'était jamais croisés. Moi, j'avais tout lu sur lui, par contre, tous les podcasts, tout ce qui tout ce qu'il avait écouté ou à lire, je l'avais consommé. Et là, il me dit, toi, t'es un grand fou. Et il me dit, donne-moi ton numéro, on s'appelle pour en parler. Et en fait, alors Alex Dana, il a zéro agressivité chez lui, et c'était ultra friendly. Et du coup, je dis, mais écoute, je fais ce podcast là, j'investis dans des boîtes, on a des business en interne, on vient du monde du e-commerce au départ, maintenant on fait de la formation, on aime beaucoup ta méthode, on t'a copié beaucoup de choses et tout sur la livraison, etc. Et il me dit, ok, c'est quoi ton podcast? Je lui dis, en sachant qu'au départ, j'ai invité que mes potes, c'était vraiment, j'avais l'impression un peu de déranger quand j'invitais quelqu'un en podcast. Et il me dit, ok, si t'es chaud, on en fait un. Et en fait, quand j'ai eu cette idée de podcast, je voulais l'inviter. Il faisait partie des invités des North Star un peu. Et du coup, j'ai eu Alex Dana très tôt dans le podcast, alors que c'était le mec que j'aurais voulu avoir au bout de 3 ans, le temps de me faire un peu et de devenir un peu, d'être meilleur, quoi. Et donc, du coup, c'est le même lui, il m'a dit, allez, vas-y, si t'es chaud, on en fait un. Et là, ça a tout débloqué. En fait, je me rends compte qu'on peut avoir quasiment tout le monde en podcast, et du coup, voilà, l'anecdote c'était celle-ci. Il y a eu un gros enjeu sur ce projet de podcast. Du coup, un peu moins glorieux. La plus grande déception sur ces 3 ans. Là où c'est les moments où on se résignait à devoir couper les choses qui ne fonctionnaient pas. Je dirais les derniers e-com qu'on avait pu lancer. Avec le fait de réaliser tout simplement que la rentabilité n'était pas là, que en fait le schéma employé qui aurait pu fonctionner avant ne fonctionnait plus, en fait, tout simplement, et que ce qu'on avait décidé d'améliorer et de changer n'avait pas bien changé, en fait, la donne, tout simplement. Je pense que ça a été un moment qui a été compliqué au vu de tout l'investissement qui a été fait, bon, que ce soit financier bien évidemment, mais aussi toute l'énergie de toute l'équipe sur ce projet, devoir dire bon, ce soir en finissant, vous appuyez tous sur le bouton, on coupe tout. C'était particulier. C'est surtout que c'est arrivé en fin d'année, début janvier, et c'était un peu bon. Allez, même après la période faste de Noël qui aurait dû quand même permettre de relever la barre, ça n'a pas été le cas, donc il fallait se résigner. Et je pense que ça, c'était quand même un moment qui était très relou. Donc, du coup, on a perdu quand même un peu plus de 600 000 euros. Donc, c'est vraiment énorme en investissement, sans parler de l'équipe, hein. Juste en investissement. Et en fait, gros sujet, moi, je pense qu'on a trop fait l'autruche par rapport à ce projet-là. C'est-à-dire qu'en fait, on savait que ça allait pas, on refusait de voir nos data.
Et peut-être qu'on s'était un peu embourgeoisé aussi juste avant parce qu'on a eu des périodes incroyables de développement, et là c'est sûr que c'était un peu plus compliqué. Mais ouais, ça c'était très très relou. C'était très très relou, et c'est pour le coup c'était un problème. Il y avait un problème métier, mais il y avait un problème aussi purement de gestion, je pense, sur cette phase-là. Ouais, je pense. Ce qui nous manquait, c'est un petit peu aussi ça, hein, qui a fait que. Enfin, je pense qu'on s'est servi en partie des erreurs qu'on a fait, parce qu'on en fait tous, et tu l'as dit il y a pas très longtemps d'ailleurs dans un podcast, que justement les erreurs aussi, il fallait que ça fasse partie de l'histoire de la boîte, mais aussi de l'histoire des personnes dedans, et qu'il fallait pas justement ou les occulter, ou alors même les cacher en faisant du storytelling, parce qu'il y a un moment aussi, c'est en se trompant qu'on avance. Et je pense que c'est ça aussi qui a dû favoriser l'envie de faire du consulting, parce que concrètement, si quelqu'un avait fait du consulting avec nous, nous aurait dit, les gars, arrêtez tout de suite. Arrêtez ou réduisez la voilure, parce que là, peut-être que ça va pas le faire. Et je pense que avoir un consultant, ça nous aurait peut-être aidé. Donc, réaliser que nous, on en aurait eu besoin, on s'est dit, en fait, tout simplement, quelqu'un qui n'est pas la tête dans le guidon en permanence sur le projet aurait pu favoriser son développement, ou là, son ralentissement ou son arrêt, mais au moins nous aurait évité des déboires. 100% d'accord. Moi, la plus grosse déception, c'était quand même de devoir réduire l'équipe récemment. Parce qu'en fait les projets on les a enchaînés, on n'a jamais eu aucun affect pour nos projets, que ce soit clair. J'en ai parlé plusieurs fois. Moi je vis pas pour ma boîte, mais par contre je vis pour l'expérience que ça me procure au quotidien. Et l'équipe en gros c'était une bande de joyeux lurons complètement détachés émotionnellement de tous les projets, donc du coup qui étaient prêts à tout faire pour les faire cartonner. Ça c'est c'est une culture qui est dure à constituer. Nous ça s'est fait naturellement, mais je dis que c'est dur parce qu'en fait, j'imagine, quasiment impossible le fait de réitérer ça et d'arriver à atteindre ce même avec une autre équipe, de reformer des gens, de re-onboarder des gens, de avoir envie d'embaucher déjà, parce que moi pour l'instant j'ai pas du tout envie. Je dis que c'est dur parce qu'en fait je m'imagine, je sais même pas comment on s'y prendrait pour arriver au même résultat. Donc voilà. Et donc ouais, ça grosse déception. Après. Là maintenant ça fait 2 mois qu'on a annoncé à l'équipe que du coup on a arrêté certaines activités et donc du coup qu'on renouvelait pas certains postes, et donc après je vois aussi l'opportunité de faire moins de choses, d'être plus focus sur des tâches, sur des activités quelques activités, et non pas traiter toutes les activités du web, parce que on peut le faire, on sait le faire, ça veut pas dire qu'on doit le faire. Donc en fait, je vois aussi l'opportunité là-dedans, d'être plus tranquille et tout, mais ça reste de loin ma plus grande déception. Je te rejoins complètement. C'est vrai que c'était un moment qui était quand même. C'est au-delà de la déception, c'est difficile. Que moi, quand j'ai abordé ma déception, c'était simplement un moment d'abattement. Là, c'était. En fait, on se dit, ok, il y a quelque chose qui a été construit pendant plusieurs années et ça s'arrête là. C'est pas le meilleur moment entrepreneurial qui existe, mais ça fait partie de la vie de toutes les entreprises, malheureusement. C'est comme ça, mais c'est vrai que c'est particulier quand même, hein, comme passage. Pour que les gens comprennent un peu les postes qu'on a coupés, c'est les postes de la core team qui permettent en fait de développer de nouvelles choses. Et à ce moment-là, on a dit, on ne veut plus développer de nouvelles choses. Donc en fait, c'est vraiment ces postes-là. C'est pas des postes de livraison, c'est des postes de pionniers en fait. C'est vraiment comme ça que moi je voyais. C'était l'équipe qui permettait de lancer un projet en une semaine, quoi. De tester un BP en une journée. On avait l'idée le samedi soir. Le dimanche, on faisait un Zana 3 looms, et le lundi soir, elle était faite, quoi. Le temps que les gars embauchent le lundi matin. Donc ça, c'est sûr. Après, on est dans une volonté de vouloir faire moins de projets et de faire différemment. Donc du coup, il a fallu faire comme ça. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a beaucoup qui se sont mis à leur compte, et du coup, on les incite beaucoup on les aide à se développer, on les incite à communiquer, et puis voilà, quoi. Oui, complet, parce que c'est quand même des super éléments qui ont des super skills, en fait, des bonnes zones de génie chacun d'entre eux. Donc c'est sûr que dès qu'on peut les recommander ou même donner un coup de main, ça c'est sûr que c'est avec plaisir, puisque c'est quand même une super équipe. Du coup, question suivante, la plus grosse surprise business que tu as eue pendant ces 3 ans? Je vais parler des accompagnements, je pense, je vais resituer un petit peu, je vais expliquer pourquoi ça a été une surprise. Parce que des surprises, sinon, je pense que j'en ai un saladier. Mais je vais parler de celle-ci en particulier. Tu as commencé, toi, d'abord, à faire du consulting.
tandis que moi je restais sur tout le pan opérationnel, donc que ce soit e-com ou les autres sujets qu'on avait dans la boîte. Et tu faisais ça en parallèle. Tu prenais quelques heures de ta semaine pour justement faire les accompagnements. Au fur et à mesure, tu t'es rendu compte que juste faire du conseil, c'était un peu dommage parce que il manquait peut-être un pan sur de la prestation et tu préférais que ce soit ou moi ou même des membres de l'équipe qui fassions justement ces parties-là, que ce soit de l'intégration, du media buying ou ne serait-ce que de l'audit, c'est-à-dire arriver et voir un petit peu ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, faire des recommandations pour les personnes qui étaient déjà en place au sein de ces structures. C'est comme ça, au fur et à mesure, qu'on s'est rendu compte que finalement, l'accompagnement devait être un peu plus 360 que seulement stratégique, quoi. stratégique, exactement. Et la question avait été dite et si ça te dit, on se garde tous les deux du temps en parallèle pour faire ça, pour le développer, que nous deux, donc pas encore trop pas encore trop de temps de l'équipe, si ce n'est des petites bribes pour, par exemple, mettre quelqu'un pour checker que tout est bien posé en termes de pixels ou autre, mais du coup, c'est des tout petits temps, on va dire, des petites prestations. Ouais, c'était plutôt de l'assistance technique, en fait. L'équipe, elle restait quand même focus sur les sujets, ouais, c'est ça. Exactement. Il y avait pas de mise en place opérationnelle, création de pub ou quoi que ce soit. Et notre objectif, c'était un accompagnement par mois. C'était ça l'objectif. Le but était d'en avoir au moins une dizaine dans l'année. Bon, je sais que, voilà, vous aurez compris, je sais que c'est 12, hein, mais vous aurez compris, c'était notre but. C'était une dizaine à peu près à avoir. Et si je ne dis pas de bêtises, on avait décidé ça fin août, après le retour des vacances. Et au bout, je crois, de 10 jours, c'était presque un par jour qu'on avait eu comme accompagnement. Je crois que c'était signé. ça. Je crois que c'était un par jour signé, hein. C'était pas signé. prospect, hein. C'était signé. Oui, c'était pas Et en juste, sachant allez, tape là, on y va et tu m'envoies le devis 3 semaines après. Non, c'était, on commençait le lendemain, en fait, on était déjà sur le business manager Facebook ou alors on avait déjà les accès au site web. C'était et le site web a jamais été fini. On n'a jamais eu de fenêtre de tunnel de conversion ou de quoi que ce soit là-dessus. On a eu le site web un moment sur Business Advisor qui après est devenu le site du podcast ou le contraire d'ailleurs, je sais plus. Et après, mais au final on n'a jamais eu de marketing on puisse poser par rapport à ça. Ah mais jamais tout. Enfin, ça a tout été sur recommandation bouche à oreille ou autre. C'était, on a jamais été foutu d'avoir un site ou même un email de contact parce que c'était que par Insta ou par personne interposée via WhatsApp. Donc ça a été une très grosse surprise. Donc, je pense que toi peut-être tu le voyais davantage parce qu'en étant beaucoup plus en contact que moi avec aussi des infopreneurs, ou des entrepreneurs tout simplement, tu peut-être ressentais davantage ce besoin que moi puisque j'avais moins de contacts directs. Et c'est vrai que en voyant arriver en fait tous ces WhatsApp, les fameux MER que tu faisais, les mises en relation, où il fallait qu'après je fasse les appels et que je commence à comprendre le besoin de chaque personne. Je me suis dit, ok, donc il m'en envoie 4 par jour, c'est peut-être pas que quelques heures par semaine en fait cette histoire. Et ça a été une grosse surprise pour moi. Ouais. Ouais, c'était là, pour le coup, il y a eu un product market fit qui a été sans itération. Enfin, si, il y a eu l'itération au départ où je le faisais tout seul et qu'après on a mis un peu plus d'opérationnel, mais c'était sur la livraison, c'était même pas sur la promesse. Et ouais, non, c'est vrai que ça c'était assez vénère. Et un peu moi dans le même, c'est un peu dans le même, un peu dans le même registre. Ce qui, pour moi, la plus grosse surprise, c'est les chiffres qui ont été générés par l'incubateur. L'incubateur, c'est le truc le plus vénère qu'on ait fait de tout temps. Là, on est à un peu plus de 5200 membres et on a lancé le 14 mars. Au moment où on enregistre, on est le 2 novembre. Donc c'est juste énorme. Ça nous a amené, là, on vient de dépasser les 10 millions de chiffres d'affaires il y a 15 jours au global sur les activités et l'incubateur, c'est 90%. C'est 80%. Et donc ça, ouais, c'est vraiment le truc qui m'a le plus surpris parce que je pensais qu'on ferait 1 million sur l'année, quoi. Mais qu'on fasse pas 7, 8. Donc ça, c'est vraiment Après, ce qui m'a surpris également, c'était le temps de travail dessus. Je pensais que ça serait je pensais qu'on le ferait plus rapidement. Après, d'avoir retourné toutes les capsules vidéo, etc. Même toi qui préparais tout ça, Ouais. qui l'est structuré avec les différents experts et tout pour avoir un truc qui est propre. Ça a été beaucoup de boulot. Moi, à tourner, c'était énormément de boulot. Et donc voilà. Après, il y a eu des besoins de développer de la technologie pour pouvoir gérer notre modèle de facturation, etc. Enfin, il y a eu du dev. Donc ouais, belle surprise, beau projet. C'est inouï les résultats qu'il y a eu sur ce truc-là. Donc tant mieux.
Donc maintenant, les plus gros what the fuck de ces 3 ans, qu'est-ce que... Allez, on va repartir sur une anecdote, je pense, à peu près similaire. Moi, c'est ta lubie que tu as eu au bureau de vouloir installer une cloche. Un peu effet Loup de Wall Street, je pense, mais de vouloir installer une cloche à l'entrée pour... Alors, on l'avait installé à l'époque où c'était sur les systèmes d'abonnement qu'on faisait en e-commerce. Et c'était... à chaque fois, c'est un membre de l'équipe. Souvent, le média buyer qui faisait la vente. Chacun avait son site et donc faisait ses propres campagnes. Il gérait tout en fait de A à Z. Dès que un devait générer un abonnement et non pas une vente, il pouvait en fait, il avait le droit de faire péter la cloche. On avait tout le service contact qui était à côté. Bon, le but c'était aussi d'emmerder un petit peu tout le monde en disant bon, on cartonne. Et c'est en fait je crois que c'est en une semaine, on s'était dit donc. Notre objectif, c'est d'avoir à peu près une 30aine d'abos par mois, équivalent, hein, je crois que c'était ça, mais au tout début, pour juste se lancer. C'était avant le Par jour? Non, tout début. Au tout début, c'était juste le premier mois de lancement, parce qu'on venait de faire venir des... Ok, oui, c'est vrai. On avait pris toute une équipe de stagiaires, où on s'est dit, le but, c'est que tous ces mecs, on sent un potentiel en eux. Il n'y en a pas un qui est média buyer, ils viennent ou d'écoles de commerce, ou de licence, peu importe. C'est juste qu'on sent un truc, c'est-à-dire qu'ils avaient juste une détermination, parce que on sait très bien qu'on peut pas prendre des foudres de guerre en stage, parce que c'est des personnes qui doivent se former. Par contre, on sentait un côté, d'un côté malléable parce qu'ils pouvaient s'adapter, mais aussi une motivation, avec des profils totalement différents. Hein. Et on savait pertinemment qu'au début, bien évidemment, ils allaient se tromper ou autre, que même en étant derrière eux pour chaque campagne, il fallait quand même, leur mettre le pied à l'étrier. Et on s'était dit, au début, c'est au moins un abo par jour, juste pour se mettre au moins moralement dans le mood. Et en fait, on a fait le premier abo, il a été très long à venir, ça je me souviens. Long, c'est un jour hein, pour nous, mais bon. Il a été long à venir. Et on s'est dit, ok, donc on va passer de 1 en fait à tous les 10 abonnements, parce que sinon, en fait, la cloche a passé son temps à sonner. À la fin, on a fait tous les 100 abonnements. Ça j'ai trouvé ça, et ça en l'espace de, je crois que c'était une semaine ou 10 jours. Je crois que c'était en 10 jours. Alors, on a les planètes aussi qui se sont alignées par le fait que les gens étant avec le confinement beaucoup plus chez eux et tout ça. Mais en fait, tout ça s'est passé avant puisqu'on était encore au bureau. Il y a ça aussi. Et je pense que c'est cette... On a eu un momentum de fou. Comment ? On a eu un momentum de fou. On a eu cette activité. On prépare la techno de ce truc-là au bureau. Donc, on sait que en remote, préparer une techno, nous, on sait pas faire en tout cas. Et il y a le confinement. À ce moment-là, on passe en remote et il y a juste à appuyer sur les boutons pour pousser des pubs, mais tout est prêt au moment où ça confine et au moment où Internet devient fou. Sur ça, on a eu un très bon momentum parce que ça a été aussi un mois de préparation de l'équipe pour justement vraiment montrer aux gars tout le process qu'on avait préparé. C'était un brouillon en plus pour nous puisque on savait faire nous les choses, mais de là après à les restituer à des personnes, c'était pas non plus quelque chose qui était relativement aisé, surtout quand il y en avait à ce moment-là 4 si je dis pas de bêtises. Donc ça a été un très bon momentum. Et ensuite le fait d'avoir une deuxième salve de stagiaires qui est arrivée 3 semaines après le déconfinement, sans avoir fait exprès. Tout était parfaitement en fait goupillé. On s'est dit putain mais c'est nickel. C'est-à-dire que les premiers peuvent commencer à former les autres. Et derrière, ça a fait beaucoup de personnes aussi embauchées qui sont restées jusqu'à il y a pas très longtemps. Donc ça a été aussi je pense une satisfaction de se dire le but n'était pas d'avoir une armée de stagiaires pour avoir des gens à pas cher, mais c'était pour former des personnes pour derrière les avoir comme équipiers. Et de toute façon, tu regardes les stagiaires qu'on a eu, y en a. Si on regarde par exemple Hugo, comme il est venu en stage la première fois, il m'a poké sur Instagram. Donc, en gros, il likait toutes mes photos. Du coup, il m'écrit, il me dit, cherche un stage entre Noël et Nouvel An, enfin, on parlait Noël et vacances scolaires de Noël. Il est venu faire un stage, même pas payé, je crois, au que dalle, enfin, 100 balles peut-être. Et du coup, on l'a repris l'été pour un job étudiant. Au final, on lui a dit, vas-y, repars pas à l'école, fais pas ta deuxième année. Il est resté salarié chez nous, etc. Et donc, en fait, tous les stagiaires, ils ont eu, après, il a même été affilié de notre business. Et en gros, il faisait 5 fois le montant de sa paye en équivalent avec son affiliation. Et aujourd'hui, on fait tout pour qu'il monte sa boîte et qu'il cartonne. Et en plus, on n'a pas trop de doute sur le fait ça va cartonner. Donc en fait, ils ont eu quand même un parcours plutôt sympa chez nous. Ça c'est clair. Ouais.
Du coup, je pense que ouais, c'est ça le côté, enfin ce côté imager le fait que ça réussisse à ce moment-là par une cloche. Ça, j'avais trouvé ça Mm. what the fuck. Parce que quand on l'avait vu arriver, parce que des colis quand même, on en recevait pas mal tous les jours, et voir cette cloche dedans, on s'est dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui c'est qui s'est trompé ou qui c'est qui a fait une connerie? En fait, non, Mm. c'est prévu. C'était La quoi toi? cloche, je l'ai toujours, elle est dans mon garage. Il faut que je la remette au mur. Ouais. Moi, toujours un peu pareil dans les délires un peu Loup de Wall Street. Ça a été la soirée de départ des bureaux. Alors, je raconterai pas tout. Je peux pas raconter. Ceux qui veulent, peut-être qu'on mettrait un petit rush si Benoît veut bien au montage. Mais c'est irracontable. Non. Mais par contre, c'était incroyable en termes d'énergie. Alors pas d'énergie spirituelle, hein, ça c'est clair, mais d'énergie de folie. On avait des clients, on avait des partenaires, on avait des potes. Bon, il y avait évidemment les collaborateurs. C'était la soirée de l'équipe. Hein. Et cette soirée était folle, c'était cet été. Et le DJ incroyable, un mec qui a fait Tomorrowland, un mec Bassner, un mec qui est un DJ de fou. Et en fait, cette soirée, on peut faire toute une saison Game of Thrones, en fait, l'équivalent, mais juste sur le thème de cette soirée. Avec, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Juste une saison d'une série Netflix qui démarrait le soir à 18h et qui finit le lendemain matin. Et en fait, c'est incroyable. C'était vraiment n'importe quoi. Et du coup, on avait fait une petite vidéo, mais elle est insortable. On peut pas. Et c'est parti en live de ouf. Pour moi, c'était un peu ce qu'il y a sur. Je sais pas si t'as vu les deux films Babysitting là. Ouais. Voilà, ben pour moi c'est un peu ça. Ça ou Hangover, ouais, c'était un peu ça l'idée. Alors qu'au départ, ça devait juste être rigolo et sympa, mais c'est parti. On n'a pas maîtrisé en fait la charge, la poudre qui est dans le canon. Ça a pété vraiment copieux. Donc s'il y en a qui veulent les dossiers, vous me contactez en DM sur Instagram. Je vous ferai deux trois trucs. Ouais, pour moi ça restera la plus grosse soirée ever. Voilà. Ah ouais, celle-là, elle était impressionnante. Surtout que tout était fait pour que ça parte en sucette. On était en pleine canicule. On supportait même pas d'être en short à l'intérieur parce qu'il faisait plus de 40 degrés en ressenti. C'était Ah oui, plus. Ah oui, c'est sûr. Je pense qu'il faisait 50, moi. Il faisait 40 dehors, et en plus on était dans un bâtiment, il y avait pas de clim, il y avait rien, on était sous des tôles. Donc ouais, grand moment d'anthologie, et je pense que tous ceux qui étaient là auront un petit sourire quand ils écouteront cette anecdote. Du coup, ta plus grande fierté sur les 3 ans, ça a été quoi? Moi, j'ai pas encore trouvé. Hein. Je vais réfléchir. Je réfléchis en même temps. Ouais. Tu m'envoies un peu dans la fosse au lion là en premier. La plus grande fierté, compliqué parce que j'allais te dire, je pourrais te Tu peux en prendre mettre des plusieurs choses. si tu veux. Comment? Tu peux en mettre plusieurs si tu veux. Ouais, parce que j'allais dire, je pourrais te prendre le truc bateau en disant oui, de monter de A à Z, ça avec une équipe. C'est ça, mais fierté, c'est d'avoir mené les projets à bien, mais from scratch, juste par des idées ou en voyant des choses fonctionner sur le web et en se disant putain, mais si on faisait comme ça serait peut-être pas mieux. Et à chaque fois se rendre compte où à table. Bon, pour que les gens le sachent, on est souvent ensemble à table. Souvent c'est soit ça ou autour d'un verre qu'on réalise des choses. C'est plus souvent d'ailleurs autour d'un verre qu'autour autour d'une assiette hein, qu'on est. Ouais, souvent. Et c'est vrai que c'est quelque chose dont on peut être fier et dont nous on peut être fier et même les membres de l'équipe peuvent l'être. C'est-à-dire se dire on est sur certains sans avoir eu de compétences dans les secteurs. On a réussi en fait à mettre en commun juste nos skills et on a réussi à créer des choses concrètes qui fonctionnent, qui cartonnent et qui se sont développées en des temps records. Ça, je pense que c'est les choses dont on peut être les plus fiers. Enfin, je suis même le plus fier. Maintenant, après, une chose en particulier, comme ça, je pense que je te trouverai pas de sujet précis comme les autres qu'on a pu aborder précédemment. Moi aussi, c'est compliqué. C'est un peu, l'Oscar, pour l'ensemble de ton œuvre. C'est un peu ça, c'est un peu le truc. Donc ouais, non, moi, c'est assez global. Je suis assez fier de ce qu'on a fait. C'était pas gratuit. On a eu beaucoup de succès, mais c'était pas gratuit, on sait. On a quand même des bonnes grosses déconvenues.
des trucs un peu relous, mais sinon ça s'est quand même bien passé. Et en fait, ce qui était cool, c'est la fluidité et puis surtout le fait d'avoir l'équipe qui pousse dans la même direction. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment un truc dont je suis très fier. Et quelle que soit la suite pour nous, pour l'équipe, ensemble, pas ensemble ou quoi que ce soit, je sais qu'en fait, on va laisser une grosse trace de cette période dans notre ADN respectif. On sait que ça soit toi, que ce soit moi, que ce soit Bastien, que ce soit Maxence, que ce soit Hugo, que ce soit tout le monde, Flo. En fait, on sait très bien qu'on pourra plus bosser comme si on n'avait pas eu cette expérience-là. Ça, c'est impossible. Et d'ailleurs, enfin, c'est tellement une folie cette boîte que même au point où quand j'amenais Titouan, mon fils, en sortie d'école ou sortie de rugby au bureau, il croit en fait que c'est ça la norme du bureau. Mais en fait, c'est pas ça. La norme d'un bureau, c'est pas ça. C'est un néon pourri avec un costard pourri et un taf qui te saoule avec 5 semaines de congé. 99,9% des gens ils vivent ça et je dis pas ça c'est pas mais c'est justement parce que j'ai beaucoup de gratitude pour ce qu'on est arrivé à faire, c'est pas du tout méprisant pour les gens qui vivent ça et justement on fait tout pour aider les gens à sortir de cette situation à notre petite échelle évidemment mais voilà et donc en fait c'était tellement une folie et moi je suis tellement fier de ça que quand Titon il me dit bah en fait moi je veux faire ça, je dis non mais en fait peut-être que ça sera pas ça, c'est pas ça, c'est pas Disneyland dans toutes les boîtes en fait et donc voilà, donc très fier et puis une petite angoisse parce que j'ai peur que mes gosses ils croient que ce soit la norme en fait. Donc voilà. Non mais en tout cas même si évidemment relou, très très fier de la façon dont ça s'est passé et du chemin en fait, du chemin du day-to-day, pas forcément c'est pas parce qu'on a fait 10 millions de chiffres d'affaires cette année qu'en fait c'est pas ça la fierté, c'est la façon dont on les a fait qui me fait kiffer. C'est l'aventure en elle-même plus que le résultat final. Clairement. La suite, du coup, deux suites, la suite de la partie conseil, la suite de la partie studio. Mm-hmm. Donc du coup, est-ce que tu veux nous dire la suite pour nous deux, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois, les prochaines semaines? Le studio et le conseil vont continuer dans tous les cas. On va se répartir tout simplement les tâches et les missions, que ce soit pour ma part pour la partie davantage conseil, plus largement marketing et un petit peu d'opérationnel bien évidemment, hein, comme on le faisait jusqu'à présent, et toi davantage sur le studio. Et du coup justement toi au niveau de ce que tu vas proposer, de ce que tu vas livrer aux personnes que tu vas conseiller, ça va ressembler à quoi ton accompagnement? Un petit peu sur ce qu'on faisait avant, en prenant en compte bien évidemment, encore une fois, en itérant ce qui fonctionnait ou ce qui fonctionnait moins aussi. C'est être en immersion dans des structures, auditer un petit peu toute cette partie opérationnelle, que ce soit sur le media buying, mais aussi sur les pages de capture, sur le tunnel de conversion en entier, sur l'après même, voir comment et par quels moyens les personnes que je conseille procèdent, tout simplement, et apporter des réponses, des solutions, que ce soit en immersion totale ou alors en conseil quand c'est simplement de l'audit de certains pans, parce que les besoins ne font pas qu'il y ait un gros besoin non plus d'accompagnement global, on va dire. Ok, très cool. Bah du coup la partie studio. Ah si, juste les thématiques sur lesquelles, enfin les niches dans lesquelles tu vas intervenir, les business sur lesquels tu vas intervenir. Bien sûr, le web. Après, c'est de l'infoprenariat comme on faisait, mais aussi du e-commerce, voire même sur certaines, en gros, sur certains projets, comme tu disais, start-up, mais c'est sur toute la partie opérationnelle pour voir un petit peu comment avancer. Mais en majorité, bien sûr, de l'infoprenariat et du e-commerce. Très bien. Moi de mon côté, du coup, je récupère la charge du studio avec du coup des projets techno essentiellement. Là, on a lancé donc 3 projets cette année qui sont en cours, qui sont soit en cours de développement, soit qui tournent déjà. Donc le premier, c'était l'incubateur. Donc je vais continuer à pousser l'incubateur à fond. Donc ça, c'est un projet de formation pour monter sa boîte, clairement, pour devenir entrepreneur.
On a fait venir une quarantaine d'experts, on a fait des capsules vidéo, des formations. En fait, si vous voulez, c'est un peu comme s'il y avait 40 formations dans une formation. Et tout ça, c'est avec des experts, dont certains qui sont venus sur le podcast. Euh, et, euh, et en fait, ils viennent nous parler d'une thématique. On peut aussi bien parler de management que de juridique, que de product market fit, que de publicité. D'ailleurs, c'est Baptiste qui nous a fait la capsule, que de pub sur Google ou de WordPress. Enfin voilà, on est vraiment ou de vente même. Voilà, on est vraiment 360 sur le métier de l'entrepreneuriat. Il y a donc ces capsules vidéo qui ont été tournées. Donc ça, c'était le gros boulot de ce premier semestre. Là maintenant, il y a des coachings, il y a des sessions d'accompagnement et de conseils qui se font plusieurs fois par semaine, quasiment tous les jours. Donc, si vous voulez le détail, on mettra le lien de l'incubateur. Il est déjà normalement par défaut. Donc, ce projet-là va continuer à avancer. Alors moi, je l'opère pas au quotidien. C'est Alice du coup qui est la patronne de ce projet-là. Après, à côté de ça, il y a un projet qui s'appelle Excellium, qui est du coup en association avec un cabinet expertise comptable et notamment de David, qui est l'image de cette solution. Donc c'est une legal tech qui permet tout simplement de constituer des sociétés, mais à la différence de ses concurrents, par exemple de Legal Start ou d'autres services en ligne qui permettent d'aider à la constitution et qui du coup prennent 7 semaines à déployer pour déployer une SAS ou une SARL. Nous on a trouvé un système, on a fait une innovation d'usage pour tout simplement obtenir sa SARL, sa SAS en 24 heures. Donc voilà, grosse innovation d'usage. On mettra également le lien. Donc ça c'est en cours et c'est un très très beau carton commercial également. Alors les chiffres sont moins impressionnants, c'est du B2B donc que l'incubateur, mais c'est un vrai succès. En tout cas, ça dépasse ce que moi j'espérais pour ce lancement, sachant qu'on a lancé début d'été. Donc voilà. Et le troisième projet qui va bientôt sortir, qui est du coup en association avec Moodlab, qui est une boîte qui fait des LMS, donc des outils de gestion de formation. En fait, on développe un projet ensemble avec une technologie qu'ils avaient eux déjà. Donc du coup, on a pris des participations dans le business. Et en gros, c'est un outil qui va permettre tout simplement de faire des webinaires. Donc là aussi, pareil, rien de très innovant. À part que les webinaires, on a tourné le truc dans tous les sens parce que tous nos clients en consulting tournent sur webinaire. Et aujourd'hui, je ne suis pas satisfait personnellement, moi, des solutions qu'il y a sur le marché. Personne n'est satisfait de manière générale des solutions qu'il y a sur le marché. Il y a un vrai problème. En gros, si on n'a pas un consultant qui nous coûte les yeux de la tête, c'est impossible de gagner sa vie sur un webinaire, pour être simple. Et donc, du coup, on est en train de développer cet outil de techno, donc qui est clairement un SaaS, qui permet de faire des webinaires et surtout d'avoir un taux de présence qui est extrêmement haut, puisqu'on le sait. Ce qui compte dans le webinaire, c'est le taux de présence. Si j'achète 1000 personnes, j'en ai que 100 qui se pointent à mon webinaire, ça sera forcément moins bien que si j'en ai 6 ou 700. Mécaniquement, je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir fait 25 ans de mathématiques pour comprendre ça. Donc voilà un petit peu le projet pour moi. Et donc du coup, il y a des gens brillants qui sont là à la tête des projets et tout simplement, moi je vais faire. Comme on pourrait penser un peu de conseils, je vais amener aussi des moyens humains et des moyens techniques et financiers dans ces projets. Et donc voilà la suite pour moi. Évidemment toujours très lié à ce que fait Baptiste et Baptiste pareil avec ce que je fais. Évidemment ça reste la même boutique, mais avec chacun nos propres rôles. Et donc voilà. Évidemment le consulting est un vivier d'idées pour le studio. C'est le consulting qui nourrit les projets qu'on va traiter en studio. Si Baptiste rencontre 25 fois dans l'année que tel client a la problématique A, le studio va chercher à répondre à cette problématique A si on a répondu 25 fois la même chose à cette question. Voilà. En gros, voilà un peu la thèse de nos deux activités. Voilà. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, c'est très clair. Les deux sont interdépendants en fait. C'est-à-dire que les deux ont des activités qui sont, on va dire, distinctes, mais par contre ont justement des liens, des choses qui les lient, comme le fait de remonter des problématiques communes qui peuvent derrière aboutir sur des opportunités de start-up. Donc tu l'as très bien résumé. Donc voilà, donc du coup, si on veut te contacter, je sais que tu t'es remis à fond sur LinkedIn par exemple. Est-ce que c'est un canal intéressant pour contacter ou est-ce qu'il y a d'autres moyens? Est-ce qu'il y a d'autres endroits où tu veux être, on peut prendre des nouvelles et suivre ton boulot surtout? Ouais, LinkedIn, je pense que c'est intéressant.
Instagram aussi éventuellement, parce que j'y suis, donc plus éventuellement disponible aussi pour parler. Je pense que c'est les deux canaux. Après par email, tu mettras les emails. Ouais, on Ouais, mettra voilà. tout dans les notes, ouais. Ou Pas de bien problème. sûr par email, là, sans problème. Je suis disponible pour répondre à n'importe quel sujet ou même discuter après par téléphone pour voir, pour parler juste de projets, voir ce que les gens ont à cœur de faire ou alors font actuellement et voir s'il y a une opportunité peut-être de développement. Mais je pense que c'est les trois canaux les plus simples pour me contacter. Ok, bah super. Bah moi toujours pareil, hein, vous avez le mail de l'incubateur. Si vous allez sur l'incubateur et vous avez un formulaire de contact, vous le remplissez et l'équipe va me le remonter. Sinon, bah, contact@geraldfort.com. Je mettrai le lien, je mettrai le mail aussi. Instagram, j'y suis pas souvent, mais en tout cas c'est là où vous m'écrivez tout le temps, donc bah continuez à le faire. J'essaie de répondre à tout le monde et je pense le faire. Sauf erreur, donc m'insultez pas si jamais je l'ai pas fait, c'est un oubli. Et voilà. Et sinon LinkedIn, j'y suis très très peu. Je vais essayer d'y être plus, mais aujourd'hui, voilà, pour l'instant c'est pas ma bataille. J'y suis plus pour moi contacter des gens en fait réellement que pour répondre. Donc voilà. Et puis surtout n'hésitez pas à engager sur le podcast, c'est-à-dire vraiment liker, commenter, c'est vraiment important. Podcast, là on est le 2 novembre, on a presque 3 mois d'avance d'épisode, donc je pense que je vais pouvoir augmenter peut-être la fréquence de publication. Ça peut être cool. Les invités qui arrivent, c'est des oufs. Ils ont tous fait des trucs de fou. Et donc c'est vraiment très cool. Donc forcément, bah, plus il y a d'engagement, plus je pourrais inviter des personnes encore plus folles. Donc voilà. Si vous avez des suggestions également d'invités, c'est avec grand plaisir parce que moi je vais un peu au fil de mes besoins perso. Quand j'invite X parce qu'il a levé tant, c'est parce qu'en fait j'ai besoin de lever aussi. Si j'invite Y parce que il manage une équipe dans 5 pays, c'est peut-être parce que j'ai envie de le faire aussi. Donc moi aujourd'hui c'est très centré sur les besoins de la boîte, mes besoins à moi perso. Si vous avez des commandes, ben, je suis là pour ça. Je serai le messager. J'essaierai du moins d'aller contacter les gens et puis de leur poser les questions qui me semblent les plus pertinentes par rapport à leur expertise. Donc en gros voilà. Épisode un peu différent, clairement différent, parce que du coup on a plus parlé, enfin j'ai plus parlé que d'habitude. Donc Baptiste, on a bien présenté aussi l'activité de Baptiste. C'est important aussi pour les gens de comprendre aussi la relation entre associés, les skills de chacun, le fait qu'on a le même point de vue sur plein de trucs, mais pas sur tout, et c'est pas grave. Et donc voilà, j'espère que c'était assez que c'était assez enrichissant. En tout cas, c'était un kiff. Merci d'être venu. Désolé pour tes chaussures. Tu peux raconter, hein, on a 1 heure et demie. Alors déjà, Les merci gens à sont... toi pour l'invitation et de m'avoir reçu sur le podcast. Pour une fois, je suis pas justement en arrière-plan, donc merci. Et pour les chaussures, tout simplement, hier après-midi, on a mangé ensemble et au moment de partir de chez notre pote, j'ai réalisé en fait que mes chaussures étaient parties aussi avec Gérald. Donc, par chance, notre pote chausse aussi du 43, mais sinon, voilà, c'était juste pour l'anecdote. Merci Gérald. Donc voilà. Donc si vous croisez Baptiste et qu'en fait vous êtes invité quelque part et que votre hôte vous demande de vous déchausser, faites la petite paille à Baptiste de repartir avec ses pompes. C'est très sympa. Voilà. Toujours sympa. Toujours sympa. Bon, vous inquiétez pas, il vient demain chez moi pour les récupérer et puis voilà, on passe le week-end ensemble. Bon, ben je te dis bonne journée, mais je sais qu'on va se reparler tout à l'heure, donc Ouais. pas d'hypocrisie, mais en tout cas bonne journée à tous ceux qui ont eu la patience de nous écouter et qui ont apprécié l'épisode. Bah, du coup, si ça vous intéresse, on le refera. Donc n'hésitez pas à le dire. Et puis bah, du coup, bonne journée à tous et puis à bientôt. Ciao ciao.